Maintenant que nous avons déterminé l'équation de propagation des ondes électromagnétiques, nous allons rechercher des solutions. Nous allons tout d'abord rechercher les solutions en ondes planes, notion que je vais préciser tout de suite après. Et en particulier, les ondes planes progressives monochromatiques. Alors comme on l'a vu, c'est un problème mathématique très compliqué puisqu'il y a 3 composantes pour chacun des 2 champs qui dépendent de 4 variables. Nous allons donc nous limiter aux OPPM, les ondes planes progressives monochromatiques, on peut aussi appeler OPPH, ondes planes progressives harmoniques. Et on va prendre une onde plane qui se propage uniquement dans la direction plus UZ. Nous allons nous placer dans C, en complexe, et ces ondes s'écrivent sous la forme, le champ E complexe est de la forme E0 exponentielle j oméga t moins kz, avec E0 l'amplitude complexe qui est un vecteur. Nous avons ici la partie propagative, oméga t moins kz, pour une propagation selon plus uz. Et le champ B aura une expression qui est relativement similaire. E0 s'appelle l'amplitude complexe vectorielle. K ici c'est le nombre d'ondes en mètres moins 1 et oméga ici c'est la pulsation. Alors on va détailler un petit peu ce vocabulaire. Déjà ce que veut dire onde plane. Eh bien, on peut remarquer sur les expressions ci-dessus que en se plaçant sur le plan z égale constante, eh bien, tous les points M qui seront au même Z auront le même champ E. E0 c'est une constante à un instant t donné, donc on aura pour un même Z un même champ E. Donc tous les points M ont la même valeur de E et la même valeur de B à tout instant, à tout point de ce plan. On dit que l'onde est plane. Pourquoi est-elle progressive? Parce qu'on a des solutions en oméga t moins kz, comme on l'a déjà vu pour les autres types d'ondes, une fonction de z moins ct en factorisant par k. On dit qu'elle est progressive et qu'elle se déplace donc sans se déformer dans le sens des z croissants. Pourquoi cette onde est-elle monochromatique ou harmonique? Parce que l'onde est en cosinus, cosinus oméga t moins kz, ou sur place en complexe, exponentielle j oméga t moins kz. Alors je vais prendre un exemple, je vais repartir de l'expression ci-dessus, et l'amplitude complexe vectorielle, je vais l'écrire sous la forme E0 constante, exponentielle j phi, comme tout complexe, et je vais le mettre sur le vecteur porteur unitaire ux. On a donc ce champ E qui s'écrit sous la forme E0 constante, amplitude. Le phi, je l'incorpore dans l'exponentielle, donc exponentielle j oméga t moins kz plus phi. Et le vecteur ux qui était inclus ici dans le E0, je le mets en facteur ici. Dans R, il suffit de reprendre la partie réelle, sachant que E0 c'était le module du complexe, parce que l'argument phi, je l'ai incorporé dans l'exponentielle, donc il se retrouve dans le cosinus. Donc en réel, ça fait E0 cosinus oméga t moins kz plus phi, suivant le vecteur ux. Dans un cas un peu plus quelconque, si l'onde ne se propage pas selon plus uz, mais dans une direction quelconque, bon, elle reste quand même au ppm, mais elle ne se déplace pas selon plus uz, elle peut se déplacer dans une autre direction. Et ben on écrira que le champ E est de la forme E0, amplitude complexe, vectorielle, exponentielle j oméga t moins k scalaire UR, avec R le vecteur position du point M, x, y, z, et K, ce qu'on appelle le vecteur d'onde. Donc K est le vecteur d'onde, c'est un vecteur qui est dirigé dans la direction, le sens de propagation de l'onde, et dont la norme s'appelle le nombre d'ondes.
En explicitant ce K scalaire R, en posant que K c'est K indice X, K indice Y, K indice Z, que R c'est la position du point M, là où on regarde le champ E, donc qui a comme coordonnées X, Y et Z, on obtient donc K indice X fois X, plus K indice Y fois Y, plus K indice Z fois Z. Voilà. On va détailler un petit peu plus après les propriétés de l'onde. Mais avant d'en arriver là, nous allons dire deux mots sur le spectre des ondes électromagnétiques. Vous connaissez bien évidemment le visible, donc la lumière visible, qui correspond tout simplement à une onde électromagnétique, hein, dont la longueur d'onde, je vous ai mis ici la longueur d'onde lambda en mètres, hein. La longueur d'onde est comprise entre 0,4 et 0,8 micromètres. Donc nos yeux sont sensibles à ces longueurs d'onde-là, hein, ce qu'on appelle la lumière, qui est une zone finalement très étroite. Pour des fréquences supérieures, on a des fréquences inférieures, pardon, donc des longueurs d'onde supérieures, donc fréquences plus petites mais plus grandes longueurs d'onde. Nous avons les infrarouges, qui sont notamment émis par la chaleur. Et puis pour des longueurs d'onde encore plus grandes, nous avons les micro-ondes ou les ondes radio, hein, qu'on regroupe souvent dans un même ensemble ondes radio, donc typiquement au-dessus du millimètre. Et pour les ondes radio, on est entre le mètre et le kilomètre et au-delà. En dessous du visible, nous avons des plus petites longueurs d'onde, donc plus grandes fréquences, donc plus énergétiques, en particulier les ultraviolets, hein, qui sont dangereux pour la peau, et puis encore plus énergétiques, donc encore plus dangereux pour nous, les plus petites longueurs d'onde, vous avez les rayons X et les rayons gamma. Dans la partie suivante, nous allons parler de la structure des ondes planes progressives harmoniques. Donc on repart de l'expression donnée tout à l'heure, hein, de E0 exponentielle j oméga t moins k scalaire R. Ou si vous voulez simplifier les calculs, on peut repartir d'exponentielle j oméga t moins k z. Donc en injectant ça dans l'équation de D'Alembert, la dérivée double en t fait descendre un oméga carré, la dérivée double en z fait descendre un k carré. Et donc on obtient oméga 2 égale k2c2, ce qui nous donne oméga égale kc, comme on l'a vu déjà dans les ondes précédentes. Mais on va aller un petit peu plus loin ici, hein, et on va donc expliciter le k scalaire R sous la forme k indice x moins k indice y moins k indice z. Comme je viens de le dire, la dérivée temporelle fait descendre, quand on dérive, un j oméga. Donc ça revient à multiplier par j oméga. Et puis on va voir ce que donnent les opérateurs appliqués au champ E. On va notamment commencer par la divergence de E, qu'on peut écrire sous la forme nabla scalaire E. Le vecteur nabla, c'est le vecteur dx, ty, tz. Ce nabla scalaire E va donc donner d sur dx fois ex, plus d sur dy fois ey, plus d sur dz fois ez. Et en l'appliquant à ce champ E là, sachant que 0 c'est une constante, quand on dérive par rapport à x, il sort un j, un moins jkx, moins jkx, ex. Et puis ensuite, quand on dérive par rapport à y, on dérive ceci par rapport à y, qui sort un moins jk indice y, moins jk indice y fois y. Et puis quand on dérive par rapport à z, il sort un moins jk indice z. Le vecteur nabla scalaire E peut donc s'écrire sous la forme moins j vecteur k, k indice x, k indice y, k indice z, scalaire, vecteur E, 1 indice x, 1 indice y, 1 indice z, qui sont d'ailleurs complexes. Le nabla scalaire E donne donc moins jk scalaire E. Et le vecteur nabla
pour une OPPH, mais uniquement pour une OPPH, peut se remplacer par moins JK, par une multiplication par moins JK, un produit scalaire. Conclusion. Pour une OPPH, D sur dt revient à une multiplication par J oméga. Nabla scalaire quelque chose, c'est JK scalaire quelque chose, à condition de se placer dans C et d'avoir une OPPH. On va donc utiliser cet outil simplificateur pour réécrire les 4 équations de Maxwell et voir ce qu'on peut en retirer. On se place toujours dans le cadre des OPPH et on se place toujours en complexe. La divergence de E avec le vecteur nabla peut s'écrire sous la forme nabla scalaire E égale 0. Divergence de B s'écrit nabla scalaire B égale 0. Rotationnel de E, vous vous souvenez que rotationnel de E, c'est nabla vectoriel E. C'est d sur dx, d sur dy, d sur dz, vectoriel ex, y, ez. C'est comme ça qu'on obtient un produit vectoriel. Et ensuite, le nabla, on le remplace par moins jk. Ce nabla-là également. Ce nabla-là également. Et le d sur dt, on remplace par j oméga. On obtient donc que moins jk scalaire E, ça fait 0, ce qui me donne comme indication que k est perpendiculaire à E. Même conclusion pour moins jk scalaire B, qui me dit que k est perpendiculaire à B. Et puis la troisième relation me donne, en passant le j oméga de l'autre côté, B égale k vectoriel E sur oméga, que j'appelle relation numéro 3. En résumé, 1 et 2 me disent que E est perpendiculaire à K et que B est perpendiculaire à K. K, je vous rappelle que ça indique la direction et le sens de propagation de l'onde électromagnétique. On en conclut donc que E et B sont perpendiculaires à cette direction de propagation, donc que l'onde est transversale. D'autre part, on a B égale K vectoriel E sur oméga, en complexe. En complexe, certes, mais comme K, c'est réel, finalement, en prenant la partie réelle, on obtient B. Et là, on a un produit, mais K, c'est un réel. Donc le produit, la partie réelle du produit, c'est bien K fois la partie réelle de E. Donc, finalement, B égale K vectoriel E sur oméga, c'est valable aussi dans R. Avec ce produit vectoriel, on peut en déduire que KEB est un trièdre orthonormé direct. Si on a K ici et E là, on aura donc B ici. K vectoriel E égale B. Cette relation va nous être parfois très utile dans les problèmes ou les exercices pour trouver B, quand on a K à l'indirection et qu'on nous donne le champ E. Il suffit tout simplement de faire ce produit vectoriel pour obtenir B. Vous remarquerez que je n'ai pas utilisé l'équation de Maxwell-Ampère, j'ai utilisé que les 3 premières équations de Maxwell. Pour une simple et bonne raison, c'est qu'on a déjà traduit l'équation d'Alembert qui nous a donné oméga égale kc, et l'équation d'Alembert est obtenue à partir des 4 équations de Maxwell. Donc c'était une information redondante par rapport aux 4 équations. Donc si j'utilise les 3 premières équations de Maxwell plus d'Alembert, et bien en fait, la 4e équation de Maxwell, c'est-à-dire Maxwell-Ampère, en découle. Donc on n'aura pas plus d'informations en exploitant Maxwell-Ampère. Voici ici un petit schéma de l'onde. Vous avez le vecteur K qui indique la direction de propagation. Et puis là, vous avez le champ E. Donc le champ E qui va osciller comme ceci en avançant. Et donc l'onde va être transversale. Vous avez B qui va osciller en même temps que E, mais perpendiculairement à la fois à E et à K. Donc B va osciller comme ceci en avançant.
On peut simplifier cette écriture aussi, hein, sachant que K sur oméga c'est 1 sur C, comme on l'a vu, à partir du moment où l'équation d'Alembert est vérifiée. Et donc, en posant U, le vecteur unitaire qui vaut le vecteur K sur norme de K, et bien, K sur oméga valant 1 sur C, on obtient que B égale U vectoriel E sur C, avec U vecteur unitaire dans la direction, le sens de propagation. En prenant la norme, comme U est perpendiculaire à E, on obtient que B en norme égale la norme de E sur C, ce qui est assez remarquable. Hein, on a un rapport C, la vitesse de la lumière, entre B et E. Alors on va donner quelques notions de polarisation, mais en pratique, ce qui est au programme, c'est uniquement la polarisation rectiligne. Donc, je vous signale simplement que dans le cas général, qui est hors programme, hein, le champ E et le champ B tournent autour de l'axe OZ en suivant une ellipse. Donc le champ E tourne en s'enroulant autour de sa direction de propagation UZ. On dit que la polarisation est elliptique. Ça ressemble un peu à une vis sans fin hein, qui tournerait autour de son axe OZ, avec OZ la direction de propagation. Je ne vais pas détailler ce point-là qui n'est pas au programme et on va se limiter à la polarisation rectiligne. Polarisation rectiligne veut dire concrètement que le champ E, le vecteur E, est dirigé toujours dans la même direction, donc ici selon Ux, et oscille comme ceci, de plus Ux vers moins Ux, tout en se propageant, en avançant, donc l'onde va avancer dans la direction de propagation Z. Ce qui s'écrit sous cette forme-là, E égale E0, donc je me suis placé à nouveau en réel, cosinus oméga t moins kz, donc là j'ai pris une onde qui se propage selon plus uz, donc la progression se voit dans oméga t moins kz, pour la progression, et qui est polarisée selon plus ux. Ce qu'on appelle la direction de polarisation, c'est la direction du vecteur E. Et comme l'onde est transversale, le vecteur E qui est dirigé selon Ux est forcément perpendiculaire à la direction de propagation. Donc si on a une propagation selon UZ, on a oméga t moins kz, mais on n'a surtout pas de vecteur UZ. On a un vecteur porteur du champ E qui est perpendiculaire à Z. Donc il peut être que soit X, Y ou une combinaison des deux. J'ai mis l'axe UX dans la direction du vecteur E et je vais calculer le vecteur B. On a vu que pour une OPPH, on a B égale K vectoriel E sur oméga. Le K est selon UZ, donc je l'écris sous la forme KUZ. Et le vecteur E, j'ai juste à remplacer l'expression ci-dessus. On a un produit vectoriel de UZ avec UX qui nous donne UY. Comme je vous disais tout à l'heure, KEB est orthonormé direct. Et vous avez B qui est donc égal à E0K sur oméga, cosinus oméga t moins kz plus phi, UY. En résumé, si le champ E se propage dans la direction Z, B se propage aussi dans la direction Z. La direction de propagation se voit grâce à ce qui est à l'intérieur du cosinus ou de l'exponentielle j si c'est en complexe. La propagation se voit avec le oméga t moins kz et donc ça se propage dans la direction Z. Ensuite, il y a la polarisation. La polarisation, c'est la direction des vecteurs E et B. E est polarisé selon UX, qui est forcément perpendiculaire à Z. Et si E est selon UX et se propage selon Z, et ben B est à la fois perpendiculaire à UZ et perpendiculaire à E. Donc ne peut être que selon UY. Vous avez donc B qui est porté par UY et qui se propage lui aussi selon Z dans la direction Z comme le fait le champ E.
Alors ce qu'on appelle direction de polarisation sans préciser, c'est en fait la direction de E. Sachant que quand on sait comment est E et comment est K, on peut en déduire B. Donc dans cet exemple-là, on dira, sans préciser, que la direction de polarisation c'est UX. Donc sous-entendu que c'est E qui est selon UX.